Mes chers camarades, souvent quand on perd une élection, on accuse le corps électoral de n'avoir pas bien compris les enjeux. Quand on perd une élection, souvent, on attribue la défaite au fait qu'on aurait mal communiqué. On attribue la défaite à l'absence de lucidité des électeurs. Eh bien, à l'occasion de ce congrès et du résultat de ce congrès, je pense qu'il faut avoir, vis-à-vis du vote des militants, la même lucidité que nous devons avoir vis-à-vis du résultat des différents scrutins où nous avons successivement 4 fois perdu les élections. Si une moitié de nos électeurs aujourd'hui considèrent que le Parti socialiste n'est pas à gauche, cela explique sans doute pourquoi, à 4 reprises, lucidement, ils ont décidé de rester à la maison et de nous sanctionner. Et par cohérence, parce que je pense qu'il faut regarder lucidement le résultat des élections, il faut aussi regarder lucidement le résultat de ce congrès. Je considère que les militants socialistes qui ont donné 60% des suffrages à la motion A l'ont fait lucidement et qu'ils savaient qu'en votant pour cette motion, ils approuvaient le tournant politique, le tournant même idéologique sur certains points qu'a défendu ici le Premier ministre ce matin. Ils savaient qu'en votant pour cette motion, ils approuvaient les principes qui inspirent cette politique et la poursuite de cette politique. Alors, je veux vous dire, j'espère que vous ne vous trompez pas. J'accepte et je respecte ce vote, mais j'espère que nous nous trompons et que vous ne vous trompez pas. J'espère que cette orientation nous mènera à la victoire en 2017. Je l'espère et en même temps, je veux vous dire, à ma place, que le péril qui nous menace, et ce point-là nous rassemble, va bien au-delà d'une victoire de la droite qui succéderait à la gauche. Ce sur quoi nous nous entendons, c'est le diagnostic que la République aujourd'hui est en danger. Elle est en danger à la fois parce qu'elle est attaquée de l'extérieur, par les fondamentalismes, par l'extrémisme, par le terrorisme, mais elle est aussi attaquée de l'intérieur, rongée. Et je voudrais vous livrer cette phrase d'une cruelle actualité de Zola en 1898, dans sa lettre à la France, qui disait « La République est envahie par les réactionnaires de tout genre. Ils l'adorent d'un brusque et terrible amour. Ils l'embrassent pour l'étouffer. » C'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que le Parti socialiste soit le seul parti à ne pas prendre l'idéologie au sérieux. Parce que l'extrême droite comme la droite la prennent au sérieux. Quelles sont les acceptions désormais les plus fréquentes, les plus communes des valeurs et des principes dans lesquels pourtant nous nous reconnaissons? Quand on parle d'égalité, qu'entend-on désormais? Qu'on substitue à l'égalité l'équité. L'équité, c'est quoi? Une forme d'égalité juste. Et qu'est-ce qui serait juste? C'est que tout le monde soit mis sur la même ligne de départ. Que la République se contenterait de donner le coup d'envoi et que peu importe les atouts de chaque individu, peu importe son capital social, peu importe ses réseaux, la promesse républicaine serait honorée juste parce qu'on se débrouillerait pour mettre tout le monde sur la même ligne de départ. L'égalité, ça n'est pas ça. La liberté. Qu'entend-on aussi? Là où la gauche a toujours considéré qu'un homme qui n'était pas maître de sa vie n'était pas libre, on constate quoi? Qu'aujourd'hui, on parle davantage de la liberté, de renoncer à ses droits pour un contrat de travail comme en Angleterre, la liberté de travailler plus si on le souhaite, voire la liberté individuelle de travailler le dimanche. Mais la gauche a toujours considéré ou préféré le droit collectif au repos dominical plutôt que la liberté individuelle de travailler le dimanche. Et enfin, la laïcité. Elle est l'arme de la droite et de l'extrême droite contre l'islam aujourd'hui. Mais elle est défendue aussi par d'autres comme une forme de religion civile qui nierait
tout fait religieux. Et pourtant, quels sont, nous, nos principes? Quelles sont les valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons? L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 1 de la Constitution de 1958, qui dit que la République est laïque, mais qu'elle respecte toutes les croyances. L'article 1 et 2 de la loi de 1905, qui à la fois dit qu'il y a liberté de culte, mais précise qu'on ne salarie aucun culte. Et elle affirme quoi, notre conception de la laïcité? Qu'elle doit permettre à tout le monde de vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, il est absurde qu'au nom de la laïcité, on veuille interdire le foulard à l'université, promouvoir l'absence de menus de substitution dans les cantines scolaires, car ça n'est pas la laïcité, c'est même exactement le contraire. Alors voilà en quoi la République est menacée. Et si nous sommes d'accord sur ce constat, ce sont sur les réponses que nous divergeons. Et je voudrais, pour illustrer cela, repartir de ce qui me semble être la première tentative de théoriser l'action du gouvernement actuel. Elle est le fait, non pas d'une personnalité extérieure au gouvernement, mais d'un ministre. Jean-Marie Le Guen, dans une note à la Fondation Jean Jaurès, affirme sa réponse. Il est des époques où la République peut se mettre au service de l'idéal socialiste, mais d'autres, comme aujourd'hui, où le socialisme doit se mettre au service de la République. Mes chers camarades, ce débat est vieux comme le socialisme, le Parti socialiste et la SFIO. En 1946 jusqu'en 1956, Guy Mollet considère lui aussi que le cadre républicain doit primer, que le socialisme peut attendre. Il s'en termine l'expérience de la troisième force, SFIO et MRP, et la défaite. Eh bien, c'est sur ce point, je crois, que nous divergeons. Car moi, je considère, comme beaucoup, je crois, d'entre vous, comme Jaurès le disait, et dans toute la modernité et l'actualité de ce message, que sans le socialisme, la République est vide. Tant que la République, disait-il, ne sera pas sociale, c'est-à-dire tant que les droits économiques et sociaux ne seront pas à la hauteur des droits politiques, subsistera ce qu'il considérait comme une contradiction fondamentale entre l'ordre économique et l'ordre politique. Dans l'ordre politique, nous sommes souverains, mais dans l'ordre économique, subsistent des formes de soumission, de subordination et d'exploitation ou d'impuissance qui empêchent à l'atelier de ressembler à la cité. C'était le message de Jaurès. N'est-il pas d'actualité aujourd'hui? Si. Et la tâche historique de la gauche, historique, a toujours été de créer et d'équiper les salariés en droits économiques et sociaux. Sur quoi? Sur le licenciement, sur le salaire, sur la retraite, sur la protection contre la maladie, sur les conditions de travail ou sur les décisions stratégiques dans l'entreprise. L'avons-nous fait? Oui. Oui, pour partie. Et ici, il faut le dire. Oui, sur le compte pénibilité, nous le faisons. Et je salue la ténacité de Marisol Touraine sur ce dossier. Oui, nous le faisons quand nous généralisons la complémentaire santé. Et Marisol, si tu es là, je resalue Marisol Touraine parce que c'est elle qui a porté, avec là encore ténacité, cette exigence-là. Oui, nous le faisons quand nous créons un droit d'information pour les salariés quand leur entreprise est à vendre. Et je souhaite que ce droit ne soit pas remis en cause dans la loi croissance et activité. Oui, nous le faisons quand nous travaillons, comme l'a fait François Rebsamen, à une meilleure représentation des salariés dans les TPE. Et oui, nous le faisons quand nous travaillons demain, ou nous travaillerons demain, à une reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles que sont par exemple le burn-out. Mais, quelle est la thèse qui monte en puissance depuis quelques mois? J'en donne la caricature, mais oubliez la caricature, elle vous sera familière quand même. La caricature, c'est celle du MEDEF qui pense que les malheurs de la France viendraient des protections extravagantes dont jouissent, profitent, abusent ceux qui travaillent. Il suffirait de supprimer le SMIC, le repos dominical, les seuils sociaux et le droit du licenciement et nous retrouverions le plein emploi. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui des réformes courageuses. Eh bien, je pense, mes chers amis, que ça, c'est aller à rebours non seulement de notre vocation, mais du sens de l'histoire. Et je voudrais terminer par un exemple, parce que parler de ces principes et les déconnecter de la réalité et de notre actualité, ce serait faire une faute. Le président de la République, la semaine dernière, a été visiter la SCOP-TI, dans les Bouches-du-Rhône. Elle a été reprise par les salariés.
les ex-Fralib. Elle a été reprise parce que nous avons obtenu, je dis nous, et je salue le travail d'Arnaud Montebourg sur ce sujet, Jean-Marc Ayrault qui avait arbitré en ce sens, nous avons obtenu que le groupe Unilever paye pour que la SCOP puisse exister et que les travailleurs puissent reprendre leur entreprise. Le président de la République a eu raison d'aller les voir. Je vous dis simplement la chose suivante. Est-ce que cette aventure formidable sera possible demain, quand la loi Macron sera adoptée et qu'elle prévoira quoi? Qu'un plan social est jugé à l'aune des moyens de l'entreprise et non plus du groupe. Je crains que non. Je crains que non. Et je vous le dis avec franchise, comme je l'ai dit à l'intéressé. Je conclus. Je vous rapporte cet échange qui a eu lieu, ça se passe, je crois, au 19e siècle, c'est même sûr, au 19e siècle, entre deux peintres, un caricaturiste et un grand peintre néoclassique. C'est Daumier qui interpelle son ami Ingres et lui dit, Daumier, il faut épouser son temps. Et Ingres lui répond, et si le temps a tort? Eh bien, je pense aujourd'hui, mes chers amis, qu'au moment où, dans un sondage, 50% de nos électeurs nous disent que nous sommes assez à gauche et 50% nous disent que nous ne sommes pas assez à gauche, il faut des dirigeants socialistes pour aujourd'hui à ce pupitre et demain dans le débat public dire que le temps a tort. Merci à toi, Benoît.